704 fragments du destin. Les journalistes qui attendaient à l'extérieur de la salle de conférence n'ont montré aucun signe d'impatience ou d'insatisfaction, malgré le temps qui passait. Ils étaient bien habitués à de telles situations. Snap. Instantané. Une rafale de flashs d'appareils photo bruyants a illuminé la scène et Morand-Avini a répondu par un geste gracieux aux journalistes. Lumian s'est abstenu de se frayer un chemin vers le front, choisissant plutôt d'observer Morand-Avini de loin, caché parmi la foule. Protégé par la caméra, ses yeux azur se sont rapidement transformés en une teinte noire argentée. Œil de la calamité. Dans la vision améliorée de Lumian, une rivière de mercure s'est matérialisée sur le corps de Morand-Avini, composée de gouttelettes d'eau éthérée. Chaque gouttelette était ornée de symboles complexes et interconnectés. Alors que Morand-Avini prononçait un discours concis annonçant divers accords de coopération industrielle entre la République d'Inti et le Royaume de Loen, Lumian analysait méticuleusement le passé, le présent et l'avenir du ministre de l'Industrie, découvrant les fragments du destin cachés dans chaque gouttelette mercurielle. Plus le passé est lointain, plus l'ambiguïté est grande. Lumian se concentra sur les événements des 2 semaines précédentes. Il a vu Morand-Avini résider dans une villa fournie par le gouvernement, assister à des réunions hebdomadaires dans des cafés pour discuter de questions d'État, illustrant ainsi la politique des cafés de Trèves. Et de plus, Lumian a observé la fréquentation de Morand-Avini au salon, bals, banquets, opéras, concerts, théâtres et expositions d'art. Le ministre s'adonnait au polo, au poker, à la chasse en banlieue et au flirt avec les courtisanes. Il a profité de sa position pour obtenir des faveurs, comme la nomination du mari de l'une de ses amantes au poste de directeur général adjoint de la succursale du continent sud de la Inti Industrial Credit Bank, un rôle convoité connu pour son prestige, sa rémunération généreuse et son influence. Le seul inconvénient était la nécessité de quitter Trèves pour le continent sud pendant 2 à 3 ans, initialement sans la compagnie de son conjoint et de ses enfants. Ces observations correspondaient parfaitement aux notions préconçues de Lumian sur la société d'élite de Trèves. Au milieu des fragments brumeux, 2 exemples particuliers ont attiré l'attention de Lumian. Dans l'une d'elles, Morand-Avini était assis seul dans son bureau, parcourant un document. Brusquement, il nota une note et fouilla dans un miroir à proximité. Sa main, apparemment incorporelle, traversa la surface du verre, y déposant le billet. L'autre présentait la rencontre éphémère de Morand-Avini avec un individu inconnu lors d'une excursion de chasse dans la forêt de West Logne. Ce qui a piqué l'intérêt de Lumian, c'est le mince brouillard blanc qui enveloppait ce fragment, le rendant indistinct. Cette obscurité particulière différait du flou typique de la plupart des fragments de destin. Le premier fragment confirmait l'identité de Morand-Avini en tant que personne miroir. Parmi les 22 voix du divin, les démons maîtrisant la magie des miroirs ne pouvaient pas transmettre d'informations ou d'objets à travers des miroirs avant d'atteindre le rang de demi-dieu de la séquence 4. Si Morand-Avini était une démone de niveau demi-dieu, son existence en tant qu'homme serait impossible. Lumian ne pouvait que supposer 2 possibilités. Premièrement, les hommes miroirs possédaient une maîtrise innée des miroirs, surpassant même les démonesses dans le domaine de la magie des miroirs. Deuxièmement, Morand-Avini était à l'origine une démone au niveau demi-dieu qui a ensuite consommé une potion de chasseur de séquence supérieure, se transformant avec succès en homme. Cela impliquait que le ministre de l'Industrie était au moins un saint de la séquence 3, voire un ange. Compte tenu des renseignements recueillis par Franca et des autres, des informations fournies par 007 et des fragments de destin plus clairs, Lumian a conclu que Morand-Avini n'avait jamais présenté de traits liés au chasseur. Il était sans aucun doute une personne miroir, quoique extraordinaire. Se concentrant sur l'avenir de Morand-Avini, Lumian a examiné la myriade d'affluents potentiels du destin. Cette ramification fluctuante, comme bien d'autres, a répété l'interview de Morand-Avini et son retour au ministère de l'Industrie dans une calèche privée. Cependant, la situation a divergé lorsque, en entrant dans son bureau et assis pendant un moment, Morand-Avini s'est volontairement placé dans le grand miroir près du porte-manteau et a disparu. La prévoyance de Lumian ne s'est pas étendue plus loin. Sur la base de ces observations, Lumian a déduit que si Morand-Avini s'aventurait dans le monde miroir avant midi, il ferait face à une calamité mortelle. Pourtant, la probabilité que Morand-Avini entreprenne une telle action était minime. Parmi les nombreux affluents du destin, un seul représentait cette possibilité. Certes, si Lumian ne tenait pas compte du risque d'exposition, il pourrait exploiter près de la moitié de sa spiritualité pour manipuler l'avenir de Morand-Avini, en l'orientant vers cet affluent spécifique. Toutefois, un tel acte serait vain. La disparition de Morand-Avini dans le monde miroir les empêcherait simplement d'accéder à son cadavre et de mener le rituel de canalisation des esprits. La démone du noir possède probablement également la capacité d'entrer dans le monde miroir. Cependant, avec elle comme canalisatrice spirituelle, obtenir les informations pertinentes s'avérerait impossible. Même si Franca a pleinement gagné sa confiance, certaines connaissances resteraient confidentielles jusqu'à ce qu'elle atteigne une séquence spécifique. Lumian remarqua la posture de Morand-Avini signalant la conclusion de l'interview, et ses gardes du corps commencèrent à naviguer parmi les journalistes. Par conséquent, Lumian a cessé d'utiliser l'œil de la calamité et a pris une photographie en noir et blanc, conservant sa façade. Par la suite, il s'est progressivement éloigné de la foule des journalistes et s'est dirigé vers les toilettes publiques.
Il a caché l'appareil photo dans son sac de voyage, a enfilé lit et s'est transformé en ciel du bois. En tant qu'invité, il entre dans le restaurant annexe des Champs-Élysées. Francali attendait. En suivant le serveur jusqu'à l'endroit désigné, Lumion remarqua un homme et une femme en train de prendre un café. La femme possédait des cheveux noirs, des yeux bruns et une beauté séduisante. Sa tenue accentuait son aura légèrement exagérée. L'homme, en revanche, paraissait ordinaire, vêtu d'un double. Un manteau de flanelle à boutonnage, un pantalon froissé, des bottes en cuir à boucles et un haut de forme orné de fourrure douce, l'ensemble préféré des banquiers et financiers de Trèves ces derniers temps. Lumion remarqua que l'homme et la femme n'étaient attirés par aucune aura de richesse. Au lieu de cela, il reconnut la belle femme aux traits étrangers. Bien entendu, elle ne le connaissait pas. Il avait seulement aperçu sa photo dans Ghost Face. Il s'agissait de Perle, actrice de théâtre de l'ON et courtisane à Trèves. Duvar, l'inventeur du bouillon du Var et propriétaire du restaurant réputé, lui avait autrefois prodigué une somme substantielle. Il avait même tenté de se suicider à cause d'elle, mais sans succès. À présent, Perle et l'homme d'âge moyen, présumé banquier, n'avaient pas encore commencé leur repas. Ils savouraient simplement leur café. L'homme d'âge moyen ramassa la tasse de café vide de Perle et lui montra le motif, expliquant quelque chose d'inconnu à Lumion. La courtisane écoutait attentivement. En passant, les sens aiguisés de Lumion lui permirent d'écouter brièvement. Il comprit rapidement que l'homme d'âge moyen, considéré comme un banquier, était plongé dans l'art de la divination avec le marque de café. Cette méthode de divination populaire dans la haute société s'apparentait davantage à un jeu, si le marque de café restant après avoir bu forme un cercle, cela signifie des signes d'amour récents. En entendant les paroles de l'homme d'âge moyen, Lumion ne put s'empêcher de critiquer silencieusement. Allez-vous suggérer que vous serez l'amour qu'elle est sur le point de rencontrer? Toute autre femme, même consciente des véritables intentions de l'homme, serait secrètement alarmée par les résultats de la divination indiquant des traces d'amour. Il pourrait croire que c'est le destin qui les guide. On pensait que les différents motifs naturellement formés par le marque de café résiduel contenaient des révélations correspondantes sur le destin d'une personne, une notion largement acceptée et impossible à manipuler. Après avoir parcouru une courte distance, Lumion repéra Franca. La démone du plaisir était habillée en dame aujourd'hui, parfaitement adaptée pour l'occasion. Lumion ne parvint presque pas à la reconnaître. Naturellement, Franca s'est toujours abstenue de porter une robe, optant plutôt pour un tailleur-pantalon. Observant les cheveux élégamment coiffés de Franca, plus en queue de cheval, Lumion rit et remarqua. « Jenna s'est coiffée pour toi. » En effet. Franca répondit, non pas avec une rage humiliée, mais avec un sentiment de suffisance. Avant qu'ils aient pu approfondir leurs observations, un serveur voisin s'est approché et leur a présenté 2 menus identiques. Baissant la voix, Franca s'adressa à Lumion dans l'ancien Fézac. « Le déjeuner coûte 7 verles d'or. Si nous commandons individuellement et que nous nous livrons à un bon vin rouge, l'addition pour nous deux s'élèvera à au moins 50 verles d'or. Cette somme pourrait facilement nourrir votre filleule dans le quartier du marché. » Franca a trouvé le restaurant du Grand Champs-Élysées non seulement cher mais aussi intrigant. Passant à un Tizian, Franca a demandé au serveur. « Des recommandations ?» Le serveur, qui jetait un coup d'œil furtif à Franca, répondit avec empressement. « Voudriez-vous goûter le poisson de Furth ? À Trèves, à part certains banquets privés, nous sommes le seul établissement à servir du poisson de Furth. Qu'est-ce qui le rend si spécial ?» demanda Lumion, la curiosité piquée. S'adressant à Franca, le serveur expliqua. Le poisson de Furth semble à moitié carbonisé et ne peut être trouvé que dans une section spécifique de la rivière souterraine de Trèves. La légende raconte qu'il y a bien longtemps, c'étaient des poissons ordinaires. Un jour, un individu nommé Furth en attrapa un et installa une poêle à frire près de la rivière souterraine, avec l'intention de le faire cuire. À mi-chemin du processus, les poissons ont réussi à s'échapper de la poêle et à retourner dans la rivière. Il a survécu et a engendré de nombreux descendants, tous ayant une apparence à moitié carbonisée. La peau de ce poisson est parfumée et grasse, mais la chair à l'intérieur est exceptionnellement tendre. La rivière souterraine de Trèves, à moitié brûlée, vivante. Lumion a extrait les mots-clés et a soudainement spéculé que cela pourrait être une conséquence de la fuite des pouvoirs de chasseurs de la 4e époque de Trèves. Souriant à Franca, il proposa « Est-ce que nous en aurons chacun un ?» Très bien. Franca avait déjà envisagé de tenter le coup.